Il est 8h, bienvenue. Bernard Tapie avec nous jusqu'à 9h. Dans quelques instants, il sera interviewé par Audrey Crespo-Mara. Le journal de 8h avec David Doucan. Si vous voulez intervenir dans le journal de Bernard, allez-y. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. À l'actualité ce matin. C'est une tribune coup de poing. 13 chirurgiens ont choisi Europe 1 pour lancer l'alerte. Chaque année, des milliers de patients se font opérer de leur cancer dans des hôpitaux ou des cliniques qui n'ont pas l'autorisation de pratiquer. Le Macron Tour fait étape à Évry-Courcouronnes, le grand débat national en banlieue parisienne. Le président rencontrera élus et responsables d'associations en fin d'après-midi. Les supporters du Paris Saint-Germain doivent-ils s'inquiéter? Ça n'était jamais arrivé cette saison. Paris a perdu hier en Ligue 1 et dans 8 jours, c'est le choc en Ligue des Champions face à Manchester United. Europe 1. C'est la journée mondiale contre le cancer. 13 grands chirurgiens français ont choisi notre antenne pour tirer la sonnette d'alarme. Ils publient une tribune que vous retrouvez sur europe1.fr et ce qu'ils y dénoncent peut paraître inimaginable. Bonjour Mélanie Gomez. Bonjour. Alors on découvre, Mélanie, que chaque année, des milliers de patients français se font opérer pour leur cancer dans des hôpitaux ou des cliniques qui ne sont pas habilités à pratiquer ces chirurgies. Oui, et la preuve, elle est venue tout récemment grâce à un rapport on ne peut plus officiel puisqu'il a été publié par l'assurance maladie elle-même en juillet dernier. Prenons la chirurgie du cancer du sein. Sur les 571 services qui ont facturé ce type d'opération à l'assurance maladie en 2014, eh bien, le rapport révèle que 115 n'avaient pas d'autorisation. Mais ce rapport va encore plus loin et c'est effrayant. 1 an après l'opération, il y a 2 fois plus de décès constatés parmi les femmes qui ont été opérées dans ces 115 centres qui n'ont pas d'habilitation. Résultat, les 13 signataires de la tribune voient parfois arriver dans leur service de pointe des femmes déjà opérées dans des cas désespérés. Le professeur Fabien Reyal est chef de service de chirurgie à l'Institut Curie à Paris. Oui, on voit des patients qui ont été mal pris en charge. Lorsque vous opérez mal un ovaire la première fois, c'est difficile de récupérer cette chirurgie. C'est pareil pour les cancers ORL et c'est pareil pour tous les cancers. On parle de survie là. La survie des gens est en jeu avec une chirurgie qui est mal faite. Alors Mélanie Gomez, je rappelle que vous êtes la spécialiste santé d'Europe 1. Une question pratique. Comment est-ce que les gens qui nous écoutent et qui peuvent être dans cette situation, comment peuvent-ils être sûrs qu'ils vont être opérés au bon endroit? Eh bien, en attendant que la loi change en 2019, car ces établissements seront sanctionnés. C'est prévu du côté des patients ou de leurs proches. Il faut se renseigner. Et pour cela, il y a un moyen simple. Consultez le site internet de l'INCa, l'Institut National du Cancer, sur www.e-cancer.fr. Il y a une carte de France. Vous indiquez votre département, votre type de cancer, et cela vous donne la liste des établissements autorisés à les traiter. Si celui dans lequel vous êtes pris en charge n'y figure pas, il est urgent de changer d'hôpital ou de clinique. Merci à vous Mélanie Gomez pour ces informations. Bernard Tapie, les hôpitaux français qui n'ont pas l'habilitation pour traiter le cancer ou opérer le cancer, ça vous inspire quoi? Ça inspire un sentiment incroyable, parce que c'est déjà une épreuve compliquée. Si en plus le malade n'a pas les chances qu'il devrait avoir simplement parce qu'il n'est pas entre les mains de quelqu'un de compétent, ça devient évidemment encore plus compliqué. Moi, j'ai choisi l'assistance publique sans contester qu'il y a de très très belles cliniques privées qui fonctionnent bien. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les hôpitaux de l'assistance publique fonctionnent bien. Tous. Et jamais un chirurgien d'un hôpital public prendra le risque de s'aventurer sur une opération pour laquelle il n'a pas la compétence. Ensuite, moi, je trouve que s'il y a un moment dans la vie où on doit retourner à son origine, c'est ces moments-là. Tu retrouves, tu sais, les gens que tu as connus dans ton enfance. Et puis, si tu as la chance d'être un peu connu, c'est fou ce que ça fait sur les gens qui sont là. Parce que pour eux, si tu viens, c'est que c'est formidable, tu vois. Donc la crédibilité que tu donnes à l'établissement redonne un moral incroyable aux gens qui étaient là. Moi, je me rappelle dans les séances de chimio, puisqu'on est toujours plusieurs, et c'était comme ça. En disant, il y a Bernard Tapie qui fait une chimio avec moi. Quoi, et alors, vous venez là, vous? Oui, je viens là, parce que c'est le meilleur. Enfin, tu vois, donc c'est une belle rencontre, en tout cas. Merci Bernard Tapie, vous êtes ce matin notre invité jusqu'à 9h. Dans le journal de 8h, il y a aussi la politique. Après les territoires ruraux, David Doucan, le chef de l'État, s'arrête en banlieue cette fois-ci. Oui, absolument. Le grand débat national version Macron sera cet après-midi à Évry-Courcouronnes, en région parisienne. À partir de 17h, le président débattra avec élus et responsables associatifs. La politique de la ville pour les quartiers sera bien sûr au menu des échanges. Mais qu'attendent les habitants de ce grand rendez-vous? Reportage sur place, Jean-Jacques Herry.
Dans le quartier du Canal, lorsque la venue d'Emmanuel Macron provoque une réaction, au mieux c'est un haussement d'épaule. Ici au quartier, ils s'emballent pas trop, ils se disent bon, il va venir ici, rien va changer. Amir, l'épicier, s'enthousiasme quand même un peu en apprenant le thème du débat entre le président et les représentants associatifs. Les discussions porteront sur les attentes des habitants des quartiers. Qui vient de notre ville, c'est quelque chose quand même. J'espère que les problèmes qui sont dans ce quartier-là, ça va être résolu. S'il est venu par rapport aux taxes, aux impôts et tout, c'est bien déjà. Assis en terrasse, Anto avale son café et secoue la tête. Non, décidément, l'initiative présidentielle ne convainc pas ce chauffeur de VTC. J'en vois pas trop l'utilité. Après, il y a des maires et des députés, machin. On va voir ce que ça va donner. Tout près, une voiture de police surveille déjà les abords de la salle où aura lieu le débat. Ingrid, qui vit juste à côté, est très partagée. Pour une fois, un grand politicien qui rentre dans des quartiers, c'est bien, mais c'est que de l'image. Ça fait 32 ans que je vis ici. Honnêtement, je vois pas énormément de changements. C'est de l'image, c'est de la pub. Il veut peut-être redorer son blason, et ça changera rien pour moi. Le concret de la visite, les habitants pourront pourtant le voir immédiatement. Dès 13h, le quartier sera bouclé. Les riverains devront présenter une pièce d'identité et un justificatif de domicile pour pouvoir rentrer chez eux. Reportage signé Jean-Jacques Herry pour Europe 1. Et ministre de la ville, vous l'avez été, Bernard Tapie, en 92. Vous allez en parler dans quelques instants avec Audrey Crespo-Mara, dans 10 minutes pour l'interview politique. L'avion qui transportait le footballeur Emiliano Sala a été retrouvé. L'épave du monomoteur, disparu il y a 2 semaines au-dessus de la Manche, a été localisée lors de recherches sous-marines à une vingtaine de kilomètres au nord de Guernesey. C'est la première fois qu'un pape met le pied dans la péninsule arabique. François participe aujourd'hui à une rencontre interreligieuse aux Émirats arabes unis. Le souverain pontife célébrera demain une messe géante à Abu Dhabi, ce qui est totalement inédit pour la région. Et enfin au Venezuela, Nicolás Maduro rejette l'ultimatum que lui avaient posé plusieurs pays européens. Il n'y aura pas d'élection présidentielle anticipée. Matinale info et en public ce matin depuis le studio Pierre Bellemare. Le journal de 8h avec David Doucan. On va parler football. On parle du Paris Saint-Germain. Les supporters doivent-ils s'inquiéter, David? La question se pose en effet, puisque cela n'était jamais arrivé au PSG cette saison. Une défaite en championnat de France. Eh bien, cela s'est produit hier soir à Lyon, 2-1. Et cela tombe mal. Dans 8 jours, c'est le choc en 8e de finale de la Ligue des Champions face à Manchester United. Jérôme Lacroix, bonjour. Bonjour David. Est-ce que, Jérôme, cette défaite d'hier soir n'est pas le symptôme d'une crise au sein du club? Alors, elle ne devrait pas empêcher les Parisiens d'être champion de France en mai prochain, mais à y regarder de plus près, prenez pas de risque là. Tout n'est pas si rose, loin de là. Hier soir à Lyon, on a parfois vu des joueurs dépasser l'incurie au milieu du terrain, voilà qui remet sur la table le cas d'Adrien Rabiot, si talentueux, mais il joue pas, il est en conflit de contrat avec le club. Le désordre et l'inefficacité en attaque, une attaque bien sûr orpheline de Neymar blessé. Et on a vu hier soir à quel point Paris pourrait payer cher la fracture au pied de son bon génie. Thomas Tuchel, l'Allemand, si bon entraîneur soit-il, se retrouve démuni et agacé aussi parce qu'il n'a pas obtenu lors du marché des transferts le mois dernier 2 renforts qu'il réclamait. De quoi finir d'assécher les relations déjà tempétueuses avec l'homme qui chapeaute le recrutement, Antero Henrique, le directeur sportif portugais. Pour ne rien arranger, eh bien sportivement, Manchester United met la pression. Les Anglais, sur leurs 10 derniers matchs, ont gagné 9 fois. Ah oui, voilà, merci à vous, Jérôme Lacroix. Enfin, je ne sais pas si on doit vous dire merci. Vous nous rassurez pas spécifiquement. Bernard Tapie, il y a un problème au PSG. Vous le sentez comment? Quand j'entends que l'entraîneur du PSG, il est démuni, ça me fait quand même un peu marrer. Parce que j'aurais bien aimé être démuni comme il est démuni, lui. Donc non, pas du tout. Simplement, quand tu es joueur, que tu as de l'avance en championnat de France, quel cas, et que tu dois rencontrer une grande équipe, parce que c'est une grande équipe en Coupe d'Europe, c'est comme ça, c'est inconscient un peu, mais c'est aussi voulu un peu. Tu prends aucun risque, tu vas pas au contact, tu te ménages en quelque sorte. Quitte à encaisser un petit but, voilà. Cavani, Mbappé, rien que les deux, là, bon, c'est pas mal. Ça fait la blague. On parle de Wenger, Arsène Wenger au Paris Saint-Germain. Alors là, je pense qu'il amènerait rien du tout. Ok. Pourquoi? Non, parce que t'as ce qu'il faut. Enfin, je veux dire, l'entraîneur est bon, t'as un directeur sportif qui n'arrive pas à s'entendre avec lui, mais tu peux en prendre un, qui soit moins star, entre guillemets. Dans un club, tu sais, il faut se méfier de l'addition des stars. L'entraîneur, c'est un grand entraîneur, reconnu comme tel. Les joueurs, on n'en parle pas. Le président, il est plus star que star. Donc, si tu les entasses, ça finit par faire des gros conflits, quoi. De gros égos. Moi, je suis à peu près serein sur le fait qu'ils vont faire un grand match
face à Manchester. Ouais, certain. Dans quelques instants, avec Audrey Crespo-Marin, vous allez également parler de l'OM. David Doucan, la suite du journal. Eh bien, je vous parle d'un rendez-vous sportif outre-Atlantique. C'est le plus important aux États-Unis, le Super Bowl. La finale du championnat de football américain se déroulait cette nuit. Victoire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Ils ont battu les Los Angeles Rams 13-3. Vous êtes bon en américain. En anglais, oui, je suis bilingue. Accent, ouais. Je suis bilingue. On va finir en musique. Oui, avec plaisir. J'avais envie de vous parler d'Hector Berlioz. Nous célébrons cette année les 150 ans de la mort du compositeur. Bonjour Thierry Geffrotin. Bonjour David. Alors vous avez, Thierry, une information ce matin. On parle de Berlioz au Panthéon. Eh oui, la troisième pourrait être la bonne pour Berlioz. La première fois remonte à 1969, 100e anniversaire de la mort du compositeur. André Malraux fait la proposition au général de Gaulle, mais le dossier est suspendu avec la démission du président. 31 ans plus tard, en 2000, donc, Catherine Trottmann, à l'époque ministre de la Culture, l'annonce officiellement pour le bicentenaire de la naissance du compositeur, c'est-à-dire une entrée en 2003. Mais finalement, Jacques Chirac choisit Alexandre Dumas. Berlioz au Panthéon, le dossier a été défendu devant Emmanuel Macron, c'est le président de la République qui a la décision, par Françoise Nyssen, alors ministre de la Culture, et Sylvain Faure, grand mélomane, et à l'époque directeur de la communication d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, Bruno Messina, l'un des plus fins connaisseurs de Berlioz et qui a en charge les commémorations du 150e anniversaire, veut y croire. Pour entrer au Panthéon, il faut avoir eu un engagement pour la France. Alors évidemment, toute l'œuvre de Berlioz, elle est colossale, en témoigne. En témoigne aussi l'orchestration qu'il a faite de la Marseillaise, que l'on entend lors des grandes cérémonies. Souvenez-vous de l'hommage rendu aux victimes des attentats terroristes le 27 novembre 2015 aux Invalides. Ce jour-là, c'est la Marseillaise de Berlioz qu'on a entendue. Merci à vous Thierry Geffrotin du service culture d'Europe 1 pour ces informations.